Bonjour Franck. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'étape de Franck. Oui, c'est ce que Ouais. l'autre jour vous avez carrément dit, le Tour de Franck. Bon, il Oui. faut que je sois à la hauteur parce qu'il y a énormément d'attentes. Toute ma famille notamment est là devant la télé aujourd'hui. Des images absolument fabuleuses, hein. On va déjà en avoir un avant-goût. On va faire une sorte Oui. de grande boucle, vous allez voir, autour de ce qu'on appelle le Pertuis d'Antioche avec ces deux grandes îles extraordinaires. Non, c'est une belle étape. Alors, dans quelques instants, on va vous donner évidemment l'information que nous avons apprise ce matin. On l'a appris il y a quelques minutes. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a été testé positif au coronavirus. Il va être avec nous en ligne dans quelques instants. Exactement. Il est en ligne avec nous, donc en direct sur France 3, par téléphone. Christian Prudhomme, bonjour Christian. Comment vous allez d'abord ? Très bien, très bien. Je n'ai pas le moindre symptôme. Et alors, c'est François Lemarchand qui vous remplace pendant cette semaine. Absolument, François Lemarchand, qui est le patron de Paris-Nice, qui exerce cette fonction-là sur Paris-Nice, qui est un ancien coureur du Tour, comme vous le savez, qui a couru 10 Tours de France, couru et fini 10 Tours de France, qui est parfaitement rompu à l'exercice et qui fera à l'évidence ça très bien. Et puis devant... Ça va être magnifique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir pendant On a déjà 4 vu heures des images d'estuaires, 3 estuaires aujourd'hui, hein, la Gironde, la Seudre et bien sûr la Charente. Nous allons voir des phares à la place des églises et des châteaux habituels. Nous allons voir, là vous venez de voir le phare de Chassiron, on a aperçu tout à l'heure celui de Chauveau. Nous verrons bien sûr l'extraordinaire phare de Cordouan, car nous irons faire un petit survol de ce qui est un peu le Versailles des mers. Et puis nous verrons des côtes, bien sûr. Nous passerons par la Palmyre et par Royan. Nous irons visiter un certain nombre d'îles et nous finirons notre périple dans l'île de Ré que vous avez sous les yeux. Vous avez là le clocher d'Ars-en-Ré en ce moment et puis les fortifications de Vauban à Saint-Martin-de-Ré. C'est toute la Saintonge, toute l'Aunis qui nous accueille aujourd'hui. Tout l'Aunis, pardon, devrais-je dire. Vous savez que ça fait quand même presque 3 décennies que le Tour de France n'avait pas véritablement traversé cette région. Il était plein, mais Il y a des ponts. Il y a des ponts. Il y en a 4. Il y a 4 Ils ponts. peuvent faire mal. Bah, on va regarder justement le profil de cette étape. Il est tout On a plat. On l'a dit, il est tout plat. 168 km 500. 168 km, effectivement, donc une étape 100% dans le département de Charente-Maritime, un département qui attend le Tour depuis si longtemps. Alors, on va partir de l'île d'Oléron et on va faire une petite boucle par le sud, par Saintes, avant de remonter en direction de Châtelaillon, de La Rochelle et ensuite, donc évidemment, de l'île de Ré. C'est une étape côtière à 70%. Aujourd'hui, on va voir la mer quasiment tout le temps. Franck. On est dans la région des huîtres. Franck, mettez-nous l'eau à la bouche, l'eau salée. Ah oui, là on peut dire que nous allons traverser un certain nombre de bassins ostréicoles aujourd'hui. Bien sûr celui de Marennes qui est peut-être le plus célèbre de France, mais aussi celui de Fort-Royer là où nous sommes dans l'île d'Oléron. On ira aussi voir les bassins ostréicoles de l'île de Ré ce soir. Vous voyez donc tous ces bassins avec ce qu'on appelle les clairs, car ici essentiellement on produit de la fine de clair, enfin toutes sortes d'huîtres de clair. Qu'est-ce qu'on appelle une claire? C'est cette espèce de bassin, vous voyez, dans lequel on met l'huître à s'affiner. L'huître, elle est élevée dans des parcs pendant 2 ans et ensuite elle est affinée pour qu'elle puisse se gorger de phytoplancton et acquérir cette jolie couleur verdâtre. Nous aurons l'occasion de reparler des huîtres pendant tout le cours de cette étape. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer les membres de ma famille ou les amis qui sont dans ce secteur ostréicole. Comme on dit à la maison, ils sont aux huîtres. Et regardez ce qu'on voit là. Ah oui, alors ça c'est amusant parce que c'est un fort qui n'a jamais servi à rien, le célèbre fort Boyard. Il a été construit. Fort Boyard, c'est pas rien. Eh ben, vous allez voir, c'est ça l'histoire, c'est que il a été fait par Napoléon, mais à l'époque où il a été inauguré, il n'était plus utile sur un plan stratégique, et finalement il a trouvé son utilité un siècle plus tard grâce à la célèbre émission de télévision de France 2. Et Père Fouras nous regarde. Hein. Marion, la question qu'on se pose aussi côté français, Guillaume Martin, il peut aller... Ah, Julien Alaphilippe est en direct. Priorité évidemment avec Julien et Rodolphe. Avec Julien, oui, on est à 30 secondes du départ. Julien, j'ai juste envie de vous poser une question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 2e semaine sur le Tour de France? Des succès et puis de se faire plaisir. Voilà. Aujourd'hui, ça va être une étape nerveuse. Ça va dépendre du vent, mais on est motivé pour faire quelque chose de bien. Moi, ce qui me ferait peur dans cette étape, c'est plutôt les traversées de ville. Même s'il y a peu de vent, à la sortie, ça risque quand même de bordurer et faire des décas à la fin de l'étape. Donc voilà, il va faire chaque jour le mieux possible. Je pense que oui, on peut être serein pour Guillaume Martin. Et c'est donc parti, Alexandre Laurent. C'est parti. Alors, il y a 7 km de fictif aujourd'hui et le départ va être donné à la sortie de l'île d'Oléron, juste avant le pont
qui relie l'île d'Oléron au continent. Il y aura 4 ponts aujourd'hui à traverser. Ah oui, avec des viaducs très spectaculaires, hein. Celui d'Oléron bien sûr qui est déjà un petit peu ancien, et puis celui beaucoup plus récent et très très télégénique de l'île de Ré bien sûr. Et des viaducs qui comptent parmi les plus longs de France. Oui, je tout crois. à fait. Oui. De même que l'île d'Oléron est la plus grande île métropolitaine, après la Corse, évidemment. Alors, si en plus vous faites du Franck-Ferrand, déjà qu'on va en avoir tout l'après-midi, Alexandre, Non, on s'en sort plus. Hein. Alors la course, on fera un petit point Oui. au kilomètre 138 à Châtelaillon et puis éventuellement à l'arrivée, on verra. Laurent, il va falloir en placer une. Hein. Ah, vous inquiétez pas, on va écarter les coudes. On va se battre, on va se battre. Aujourd'hui, le départ a été donné dans des conditions tout à fait normales maintenant, avec un paysage sublime. On va faire d'ailleurs la reconnaissance. Oui, Franck. Avec des fortifications aussi, mais j'aurai l'occasion de le dire dans tout le cours de cette étape, c'est que nous sommes dans une région stratégiquement très très dangereuse pour le Royaume de France et avant lui pour le duché de Guyenne qui dépendait des Anglais. Il fallait fortifier tout ça. Ces côtes atlantiques étaient constamment sous la menace et c'est la raison pour laquelle nous aurons l'occasion de voir pendant le cours de cette étape quelques-unes des fortifications les plus spectaculaires de France. Voilà la reconnaissance maritime aujourd'hui. Regardez donc cette étape qui va bientôt partir, départ réel dans quelques minutes. J'accueille. Vous avez vu sur le jonc de mer, on voyait un petit escargot, on appelle ça des cagouilles dans la région. Des cagouilles. Ah, bien. Et alors c'est une étape qui va être salée. Hein. Oui, c'est vrai. Une étape iodée et une étape salée. Nous allons beaucoup parler de sel pendant tout le cours de cette belle étape. Nous allons notamment visiter des salines. Vous savez que le sel a été autrefois un élément essentiel en matière économique et politique. L'impôt de la gabelle a laissé beaucoup de traces, bien entendu, mais d'une façon générale, qui maîtrisait le sel, maîtrisait la conservation des aliments et à partir de là, maîtrisait, on pourrait presque dire, la politique de sa région. On y reviendra sur les salines. D'ailleurs, les coureurs salaient la soupe, fut une époque. Ça, je vous laisse la Vous responsabilité commencez. de cette remarque. Vous avez encore 2 semaines pour bien le tenir. Hein. Bien maîtrisé. Voilà, mais c'est pas mal déjà. Hein. On en parlera Ça des promet. salines dans Vélo Club ce soir. Et juste quand même un petit mot avant le départ, on est à 1,2 km. Un dernier mot quand même, Johan, sur cette chape de plomb qui concerne 4 équipes qui ont un cas positif, un membre du staff positif. Imaginez, pas n'importe quelles équipes. Ineos, Oui. AG2R, Cofidis. Ouais. On est dans une situation où Guillaume Martin, qui est 3e du général pour l'instant. Bernal 2e, Bardet 4e. Exactement. Donc on a le 2e, le 3e et le 4e du classement général, en tout cas virtuel pour l'instant, qui ont une chape de plomb, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est un peu joué à la roulette russe. Imaginons qu'on soit dans une situation où un coureur français, en l'occurrence Guillaume Martin ou Romain Bardet, prennent le maillot jaune et que son éclipse soit exclue, ça serait de la folie. Bon, voilà, vous savez tout hein, sur cette 10e étape. Maintenant, place au spectacle. Marion, Alexandre et Laurent, avec quand même une image inédite. C'est donc François Lemarchand qui va donner le départ à la place de Christian Prudhomme. Et à noter que, encore une fois, voilà. les coureurs sont derrière la voiture de François Lemarchand, très attentifs, même s'il n'y a pas énormément de vent, il y a toujours une tension permanente et Thomas l'a souligné, le mobilier urbain va faire vraiment la différence. Et on le savait, Alex, hein, que ce tour était unique et il s'en passe des choses tous les jours quasiment. Oui, et aujourd'hui il va se passer beaucoup de choses, on l'espère, sur la route, en tout cas avec les coureurs donc derrière la voiture, exceptionnellement de François Lemarchand, effectivement. Alors François Lemarchand, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un ancien coureur cycliste. Hein. Il a participé à un certain nombre de Tours de France, 10 Tours de France dans sa carrière. Il a été notamment équipier de Greg LeMond en 1990, lorsque LeMond avait remporté son 3e et dernier Tour de France. Voilà l'homme de Livaro dans le Calvados, qui libère donc les coureurs, les 165 coureurs. Il y a un nom partant, c'est Domenico Pozzovivo, le coureur italien de la formation NTT, qui ne prend pas le départ. Pozzovivo qui était blessé, hein, qui est tombé le premier jour. Oui, le premier jour, oui. Et qui avait un gros problème au coude. Voilà, Pozzovivo a perdu beaucoup de temps. C'était un homme qui était là pour le général et il n'a plus rien à espérer dans ce Tour de France. Il est diminué physiquement et il a quitté la course. Et on entame cette 10e étape du Tour de France par une côte. Et oui, le pont de l'île d'Oléron. Et ça monte un pont, Laurent. Et bien sûr que ça monte. Ça monte et ça redescendra de l'autre côté. Et surtout, c'est exposé au vent. Alors, la bonne nouvelle pour tous ces coureurs, c'est qu'aujourd'hui, le vent, pour l'instant, il est faible, très très faible. Lorsqu'ils se rendront vers l'île de Ré pour voir si, à cet endroit-là, le vent, qui arrivera normalement de 3/4 dans le dos, pourra jouer un rôle majeur et s'il aura pris de la force. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup de force. Seulement 10 km/h, c'est pas suffisant pour que le peloton soit agité par des
des accélérations qui puissent le mettre en danger. Et on retrouve à l'avant, Marion, deux gros rouleurs, Michael Scher et Stefan Kung. Ah là, ça va rouler vite, hein, je peux vous le dire. Hein. Deux gros rouleurs qui se connaissent très bien. Et puis surtout, on voit derrière l'attitude du peloton. On a validé cette échappée. Alors, Franck Ferrand arrive au pas de course pour nous parler de l'île d'Oléron. Et oui, ce viaduc d'Oléron qui donc a été construit entre 1964 et 1966. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il a fait un certain scandale parce qu'il était en train de transformer la plus grande île de France, en dehors de la Corse bien sûr, en presqu'île tout simplement. Et ça ne passait pas si facilement que ça. 3 km de long, ce qui a fait de lui le plus long pont de France jusqu'à la construction de celui de Saint-Nazaire. Ça devait être ça en 1974, qui ne manque pas d'une certaine allure, même si évidemment à l'époque son caractère un peu brut a fait beaucoup jaser. Et est-ce qu'il est payant ce pont pour aller sur l'île d'Oléron? Il n'est pas payant. Le pont de l'île d'Oléron, c'est celui de l'île de Ré qui l'est. 3027 mètres exactement de long. Et 30 secondes d'avance pour les deux hommes de tête. On va les saluer tout de suite, nos envoyés spéciaux, au cœur de la course, au lendemain d'une bonne journée de repos dans ces paysages magnifiques de Charente-Maritime. On retrouve Thomas Voeckler à l'avant de la course. Bonjour Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore sur le pont. D'ailleurs, je demanderai à Franck Ferrand la différence entre un pont et un viaduc. Parce que des fois il dit viaduc et des fois il dit pont. Alors franchement, je ne sais pas. Un pont, on termine le pont. Un pont, c'est de terme générique. Le pont, c'est le terme générique. Hein. Et le viaduc, ça veut dire que c'est un endroit sur lequel passent des véhicules. C'est donc plus précis. D'accord. Bon, je m'endormirai moins bête ce soir pour pas utiliser un autre mot. Non, hier, très belle journée. Journée lessive pour tout le monde. Et puis, on a surtout regardé le parcours d'aujourd'hui. Un petit cadet 11 enfants peut-être, Thomas, ou sinon, c'était pas loin de la maison. Non, on n'a pas le droit. On reste dans la bulle course, malheureusement. Mais c'est pas l'envie qui manquait. J'imagine. On a vu deux mobilettes passer à droite de Thomas Voeckler là. Michael Scher et Stefan Kung qui ont donc maintenant 50 secondes d'avance sur le peloton. On va retrouver Fort Louvois. Ah oui, ce petit Fort Louvois qui surveille, si l'on peut dire d'une certaine manière, le pont d'Oléron. Vous savez que Louvois a été ministre de la guerre de Louis XIV. C'était lui qui donnait ses ordres à Vauban. Vous comprenez pourquoi on a donné le nom de Louvois à ce petit fort. Des forts comme celui-ci, nous allons donc en croiser pendant toute notre route. Il s'agissait de défendre, bien entendu, cette côte atlantique et notamment tous les pertuis, tous les points de passage entre les îles et le continent. Il a une forme de fer à cheval, celui-ci, vous voyez, avec son petit donjon central qui est protégé par un pont-levis et une douve. Il y a un petit côté médiéval quasiment dans sa structure. Ça y est, nous sommes sur le continent. Hein. Nous sommes sur le continent et cap au sud, puisqu'on va faire une petite boucle au sud jusqu'à Royan, avant de remonter donc plein nord pour aller chercher Rochefort, La Rochelle et bien sûr l'île de Ré. Comme promis, on va retrouver Thierry Adam à l'arrière de la course. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue derrière le peloton sur lequel on retrouve pour l'instant, je vous disais bonjour Marion, bonjour à vous deux et bonjour à toutes, bonjour à tous. Derrière le peloton où on va retrouver un Thibaut Pinot en discussion avec Kenny Elissonde. Thibaut qui profite de ce démarrage pour l'instant relativement tranquille du peloton, mais tout en prudence, parce que regardez là, il y a un énorme îlot directionnel avec un rond-point qui est aussi difficile à prendre, donc il faut être prudent, il faut être concentré dans tout ce qu'on fait. Voilà, pour l'instant, le vent, on va le surveiller pour Laurent Jalabert. Et Thomas aussi. Et pendant que nous parlait Thierry, vous avez pu apercevoir le petit port de Bourg-Franc-le-Chaput, qui est le premier port ostréicole du bassin de Marennes-Oléron dans lequel nous venons d'entrer. En redescendant comme ça le long de la côte, en partant vers le sud-est, nous allons bien sûr longer ce célèbre bassin de Marennes. Chef-lieu des huîtres, l'un des chefs-lieux des huîtres. Je fais très attention parce que les ostréiculteurs sont assez susceptibles, on peut les comprendre, dans les différents bassins de France. Et les différentes appellations. Allez, on retrouve le peloton, pas pour très longtemps d'ailleurs, puisqu'on reste sur ces bassins ostréicoles. Et oui, de toute façon, nous allons être dans une région qui est une région, vous l'avez dit, plate et de bord de mer. Donc, évidemment, ce sont d'anciens marécages, d'anciens marais qui ont été transformés tantôt en salines, tantôt en bassins ostréicoles.
Ah, on change de décor, hein, après 2 jours dans les Pyrénées. C'est différent. C'est autre chose, notamment, vous avez remarqué que l'habitat est particulièrement différent. On s'en est fini de ces petites maisons trapues, granitiques, avec des toits d'ardoise. Nous sommes maintenant en face de longères qui sont chaulées, qui sont toutes blanches, avec des toits de tuiles, bien sûr. Avec aujourd'hui un parcours côtier à 70%, on le rappelle. Je profite d'une accalmie du côté de Franck. J'écarte les coudes pour parler peut-être des enjeux. On a l'habitude de donner les écarts entre les échappés et le peloton et de rappeler également quelle est leur position au classement général. Et bien sachez que Stefan Kung est 68e, c'est lui le mieux classé dans ce groupe d'échappés, à plus d'1 heure, 1 heure et 9 minutes. Donc évidemment pour le maillot jaune, il n'y a pas de danger. Aujourd'hui les enjeux sportifs, ils vont se situer autour du maillot vert avec probablement un sprint. Il faudra se méfier du vent, on en parle beaucoup, et probablement un sprint avec deux rendez-vous, un sprint intermédiaire à Châtellerault-Plage et puis l'arrivée à l'île de Ré. 70 points au total. Joli petit moulin de la Platène que vous avez vu en réduction au milieu du rond-point tout à l'heure parce que les décorateurs du rond-point ont repris ce motif. Une minute d'avance pour le duo tête. Vous suivez la 10e étape du Tour de France entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Une grande première dans l'histoire du Tour pour la première fois. Une étape relie 2 îles. Ah oui, c'est une belle idée. C'est une bonne idée de commencer par le viaduc d'Oléron et de finir par celui de l'île de Ré. Nous traversons, comme vous le voyez, un domaine ostréicole très important. 1200 établissements d'élevage ostréicole dans ce bassin de Marennes-Oléron. 800 établissements d'expédition. Tout ça emploie plusieurs milliers de personnes. 2000 ouvriers permanents et entre 1000 et 2000 saisonniers selon les années. Nous sommes à l'endroit où est produit quasiment une huître sur 2 en France. Vous imaginez, presque la moitié de la production vient de ce bassin, enfin 45% exactement, vient de ce bassin de Marennes-Oléron. Alors vous voyez les parcs à huîtres, vous voyez les bassins d'affinage qu'on appelle les clairs. Il y a eu plusieurs espèces d'huîtres à travers les temps. Au départ, tout ça, c'était des marais salants. Nous verrons d'ailleurs des salines ce soir. C'était des marais salants qui, au 19e siècle, ont été convertis pour devenir des bassins ostréicoles. L'huître qu'on utilisait autrefois, c'était l'huître portugaise. Et puis, alors, tout à fait à l'origine, on élevait des huîtres plates. Et puis, il y a eu en 1922 une épizootie, c'est-à-dire l'équivalent animal d'une épidémie. Et il a fallu changer d'espèce. Donc, il y a eu des portugaises pendant longtemps. Et maintenant, la variété que l'on élève est une variété qu'on appelle la japonaise, qui est présente sur l'ensemble de l'estuaire de la Gironde et même encore un peu plus au nord. Alerte viaduc sur la route du Tour, le 2e. Alors là, c'est le pont de la Seudre, ça s'appelle. Mais nous sommes encore en train de traverser un endroit qui est géographiquement très intéressant, puisque c'est l'estuaire de la Seudre que nous sommes en train de passer, de franchir. Il se jette dans le pertuis de Maumusson. C'était le mauvais pertuis, le mauvais passage, autrefois celui que redoutaient les navigateurs. Il manque aux coureurs les commentaires de Franck Ferrand, mais c'est vrai que le paysage est magnifique. Je ne sais pas s'ils auront le loisir de pouvoir lever la tête, le nez et de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Il faut rester concentré, on le sent. En tout cas, ils le sont. On voit en tête du peloton l'équipe du maillot jaune. Ça devient habituel et c'est normal. Très attentive. Les Hollandais sont particulièrement adroits lorsqu'il s'agit de manœuvrer et quand il y a du vent de travers. Alors on a dit depuis le départ qu'il n'y a pas beaucoup de vent, trop peu pour que la course s'emballe, en tout cas pas à cet endroit. On aperçoit également des coéquipiers de Caleb Ewan, qui en a perdu 3 depuis le départ du Tour. Et puis également de Sam Bennett, qui a une belle opportunité aujourd'hui, peut-être d'aller chipper le maillot vert à Peter Sagan. Sagan sous pression, très certainement. Une pression qu'il maîtrise, qu'il connaît. Donc la Seudre, c'est un petit fleuve côtier qui fait 68 km de long, qui présente la particularité d'être relativement salé. On dit saumâtre sur une partie de son cours, ce qui a facilité 2 types d'activités sur tout le bassin de la Seudre. D'une part, les activités de salines, bien entendu,
On a récolté du sel dès l'époque romaine ici. Et puis aussi l'élevage extensif de poissons qui est bien plus ancien que ce qu'on pourrait croire. Nous survolons de nouveau ce bassin de Marennes-Oléron, vous voyez, avec cette considérable activité ostréicole que nous retrouverons à plusieurs reprises pendant cette étape et que nous retrouverons dans l'île de Ré aussi tout à l'heure, bien sûr. Alors je le disais tout à l'heure chez Laurent Luyat, mais pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, vous avez sous les yeux un certain nombre de clairs. Ce qu'on appelle les clairs, ce sont des bassins argileux dans lesquels on laisse proliférer un phytoplancton qui va donner, pendant la période d'affinage, après l'élevage des huîtres, qui dure 2 ans à peu près, on va mettre pendant quelques semaines, on va mettre les huîtres dans ces clairs, et c'est là qu'elles vont acquérir cette jolie teinte. Alors ça dépend des variétés d'huîtres d'ailleurs, mais généralement un peu verte. Et puis vous avez une fine de clair particulière, c'est la fine de clair verte qui, elle, va se gorger d'une petite algue qu'on appelle la navicule bleue et qui lui donne un côté encore plus vert, encore plus appétissant. Quatre variétés d'huîtres de Marennes, en tout cas celles qui bénéficient de l'indication géographique protégée. La fine de clair verte dont je viens de vous parler, la fine de clair, la spéciale de clair qui est un petit peu plus ronde et plus charnue. Et puis alors, pour les amateurs et ceux qui ont des relations, parce que c'est difficile de s'en procurer, la pousse en clair, qui est une huître très rare, assez extraordinaire, à la saveur exceptionnelle et à la texture nacrée, charnue et croquante. On retrouve les deux. Il y a deux types de marais, les marais qui sont des marais salés, donc généralement en bord de mer par définition, ça fait 15 000 hectares là dans cette région de Marennes-Oléron, et puis les marais doux qui font également 15 000 hectares et qui sont exclusivement alimentés par de l'eau douce. Et puis vous avez 80 000 hectares de ce qu'on appelle les marais desséchés, ce sont d'anciens marais doux qui ont pu être réhabilités en terre agricole en fait. Et ça crée un paysage très particulier. Les vacanciers, les connaisseurs de cette région savent à quel point l'atmosphère du marais crée une poésie singulière. Nous voyons là la forêt de la Coubre. Vous voyez d'ailleurs comme c'est intéressant parce que là on a une vue sur la côte et on voit à peu près ce qui se passe avec l'extrême sud de l'île d'Oléron sur la droite de votre écran et puis à gauche le continent et entre les deux cette passe qu'on appelait autrefois donc la mauvaise passe, ce qui a donné son nom à Maumusson, ce pertuis de Maumusson. Endroit redouté par les marins pour une raison essentielle, c'est la puissance des courants à cet endroit, avec beaucoup de remous et des phénomènes de maelstrom et des formations de déferlantes quand il fait mauvais temps. Évidemment, aujourd'hui, il fait beau, mais quand même, regardez les rouleaux sur la plage, sur la gauche de l'écran. La mer n'est jamais très bonne à cet endroit. Beaucoup d'épineux, beaucoup de résineux, dans tous ces bois là. Dans cette forêt de la Coubre, pas mal de pins maritimes évidemment, on en voit pas mal des pins là sur le bord de la route, mais aussi, regardez sur votre gauche, regardez là, quelques chênes verts qui font l'épaisseur et la beauté de cette forêt. Et beaucoup de monde, énormément de monde sur la route de cette 10e étape du Tour de France. Les coureurs qui longent, enfin ils ne la longent pas directement, mais la côte sauvage se trouve sur la droite des coureurs. Ils vont bientôt s'engager sur la route de la côte sauvage. Alors là, ça va être l'océan à perte de vue, jusqu'en Amérique. Ça sent bon le pain en cette fin d'été ici dans le département des Charentes-Maritimes. Est-ce que Thomas, vous arrivez à percevoir les parfums depuis votre moto? Pas avec le masque. Pas avec le masque, non, malheureusement j'ai pas ce luxe. Vous savez que même sur la moto, il faut, comme tous les suiveurs qui sont dans les voitures ou sur les motos, avoir le masque, ce qui est bien normal. D'ailleurs, en parlant de masque, autant on a pu critiquer un petit peu l'autre jour, aujourd'hui, énormément de masques sur le bord de la route, ça fait plaisir. On a l'impression que le message envoyé par les coureurs a été entendu. Beaucoup de public, parfum de Tour de France. J'ai pas eu le parfum des pins, mais parfum de Tour de France, ça c'est indéniable alors qu'on est en septembre.
à croire qu'il y a des gens qui ont retardé leur congé pour les poser en septembre au moment du Tour. Sinon, concernant les deux Suisses, pour expliquer un petit peu comment, aux téléspectateurs, comment ça se déroule, c'est pas un hasard si on retrouve deux coureurs au profil un peu similaire, de la même nationalité. Durant le départ fictif, ce qui a pu se passer, ce qui, à mon avis, s'est même très certainement passé, c'est qu'un des deux Suisses est allé voir l'autre en disant tiens, mettons, moi j'ai pas de leader pour le général. Dans le cas de Stefan Küng, je n'ai plus de leader pour le général. J'ai le droit d'aller faire ma course à l'avant, mais tout seul, c'est un peu long. Est-ce que tu voudrais pas qu'on y aille tous les deux? Bon, bah si, ça me dit bien. Et donc du coup, c'est pas un hasard si on retrouve deux coureurs de la même nationalité. Et à tous les coups, ils avaient un petit peu préparé leur affaire juste avant le kilomètre 0. Attention, comme le disait Laurent, enfin comme vous le disiez tous les trois, ils ont pas, c'est deux machines à rouler. Hein. Deux machines à rouler. D'accord, le parcours, on parle des bordures, on parle tous d'un sprint, ce qui logiquement devrait arriver. Mais néanmoins, ces deux coureurs n'ont pas besoin d'avoir 5 minutes d'avance à 50 km de l'arrivée pour faire mal à un peloton tout entier. Donc attention à leur gestion de l'échappée parce que c'est deux bêtes à rouler qui vont pas plier les ailes comme ça. Alors là, vous voulez un commentaire sur cette espèce je me demandais de ce que structure. c'était. Je pense que je ne suis pas le seul. C'est un mirador, Laurent. Oui. Ça a l'air d'être une sorte de tour d'observation. Je ne suis pas persuadé de pouvoir vous renseigner beaucoup sur le sujet. Ouais, mais moi, je me méfie quand l'hélicoptère filme quelque chose. Je dis Franck, il est pas loin. Il va peut-être attaquer. En fait, c'est une tour, me dit Anthony Forestier dans les ordres, c'est une tour qui sert à surveiller les départs d'incendie, tout simplement. Ah oui. Ça fait partie du dispositif départemental contre la lutte. Magnifique grève, parmi les plus jolies de toute cette côte. Hein. Évidemment, le sable est la meilleure et la pire des choses. Pour les vacanciers et pour les baigneurs, c'est merveilleux. Pour les marins, c'est nettement moins bien. D'où la présence de phares tout le long de la côte, notamment le phare de la Coubre, qui permettent de signaler la présence de hauts fonds le plus loin possible aux marins. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit air, comme le disait Thomas Vauclair, de vacances pour apprécier le premier jour en jaune du nouveau leader, hein, avec Primož Roglič, qui a mis casque jaune, gants jaunes, guidoline jaune, soquettes. C'est important les soquettes, Thomas Vauclair pourrait vous en dire beaucoup. En jaune aussi, et pas le vélo qui a gardé la couleur de son équipementier. Le voilà de près, ce phare de la Coubre dont je vous parlais, qui mesure 64 mètres de haut quand même, et qui a été construit au début du XXe siècle. Il a été inauguré en octobre 1905. C'est le 3e phare au même endroit. Il est à l'intérieur, vous avez un escalier qui monte en colimaçon. Je peux vous dire qu'il faut s'armer de courage. Hein. C'est un escalier Eiffel qui fait 300 marches. Et puis au sommet, là-bas, vous voyez cette ampoule qui a une grande puissance et qui est visible à 52 km par les navigateurs. Donc quand on aperçoit le signal particulier du phare de la Coubre, on sait qu'il faut faire attention, qu'il y a des hauts fonds, qu'il risque d'y avoir des banches et du sable. Et derrière cette belle forêt, vous avez vu comme elle est dense, hein, ce que nous disait Thierry. Retour sur la 10e étape du Tour de France avec deux hommes à l'avant, Stefan Küng, Michael Scher. Ils sont suisses tous les deux, ils ont un peu moins de 2 minutes d'avance sur le peloton emmené par les coéquipiers du maillot jaune, l'équipe Jumbo-Visma, mais aussi par les coureurs de la formation de Koenig Quick-Step. Alors, on ne va pas faire injure à tous les départements qui accueillent le Tour de France cette année. La France est belle sous toutes ses coutures, mais c'est peut-être l'étape la plus visuelle de ce Tour de France. En tout cas, elle en profite. Ouais, elle a été conçue pour, hein, ça se sent. On voit qu'effectivement, nous passons dans tous les endroits les plus spectaculaires possibles, et notamment là, nous longeons cette côte, ce qu'on appelle la côte sauvage, en direction de la Palmyre, et on va comme ça descendre jusqu'à Royan, avant de remonter dans la Saintonge pour rejoindre Brouage, et puis ensuite Rochefort-sur-Mer. Très belle étape avec évidemment beaucoup d'aperçus, de coups d'œil. Et ici, un éléphant, figurez-vous, il ne s'est pas échappé d'un cirque, non. Nous sommes en train tout simplement de survoler l'un des plus beaux parcs zoologiques de France, le zoo de la Palmyre, qui reçoit chaque année près de 600 000 visiteurs. 110 espèces peuvent être admirées au zoo de la Palmyre.
avec une sorte de mise en scène pour chacune d'entre elles. Hein. On voit que les animaux sont mis en valeur à la Palmyre. Vous le voyez, ce parc, hein, c'est ce que vous avez là sous les yeux. Tout ça, c'est le zoo de la Palmyre. Que de souvenirs d'enfance en ce qui me concerne. J'y ai, je peux vous dire que j'ai traîné mes guêtres dans ce zoo quand j'avais 7 ou 8 ans. Et on s'approche de Saint-Palais-sur-Mer également. Et ensuite de Royan. C'est à Royan que les coureurs remonteront vers le nord de la Charente-Maritime. Royan, c'est un virage sur la gauche. On change de direction et on prend le vent de face. Petit vent. Hein. Et Royan, c'est aussi une ville qui aime le sport. Et ce week-end, il y aura d'ailleurs un triathlon à Royan. Samedi. Et oui, c'est important. Les compétitions ont repris. Et c'est important, ça fera plaisir à Nicolas Gétien qui l'a déjà fait. Et vous serez au départ, Laurent? Ah, bien sûr que non, mais d'une part, je ne suis pas entraîné, et d'autre part... Vous avez du travail. Non, mais je suis très bien devant la télé, figurez-vous. J'ai cru comprendre que vous entraîniez pas mal quand même dans la région parisienne. Mais pas pour... Oui, je fais des efforts. Oui, mais pas pour ça. Pas pour aller là, et pas ce week-end. Il y a du monde. Il y a du monde sur la route, et sur le bord de la route aussi. Et on parlait de triathlon, je crois qu'il y en avait un avant-hier, n'est-ce pas Thomas? Vous pouvez répéter la question? Oui, Thomas, il y avait un triathlon avant-hier, visiblement. D'après Alexandre, il y avait un triathlon avant-hier. Oui, il y avait un triathlon dimanche. On ne fait pas de pub, hein, mais pour information, il y a eu un Alpha Ironman au Sable d'Olonne que j'ai disputé l'an dernier, mais allez, uniquement la partie vélo. Et bon, j'avoue que ça ne me dérange pas de ne pas le faire cette année parce que la condition va vraiment décrescendo depuis que j'ai arrêté le vélo. Et on parlait il y a un instant du triathlon de Royan, et l'année passée, c'était Sylvain Chavanel qui s'était essayé dans cette discipline. Sylvain qu'on a vu tout à l'heure faire la reconnaissance de l'étape du jour. Eh bien, il avait fait ce test, voilà, presque à domicile. Hein. C'est une belle épreuve. Oui, que nous sommes tout près de cette côte hein, de la Palmyre, avec la grande plage, célèbre plage de la Palmyre, et la plage de la Grande Côte qui vient dans le prolongement. Et puis toujours concernant Sylvain Chavanel, hein, pour domaniale. ceux qui se posent la question de savoir si il sera au départ du triathlon de Royan comme l'année dernière. Aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas spécialement en souffrance, hein, notre Chacha. Hein. Sylvain, il est dans une voiture de l'organisation, ambassadeur pour l'organisation. Il est à l'arrière gauche et il s'occupe des invités, il se fait piloter. Donc ne vous faites pas de soucis pour Sylvain, il va passer une journée très sympa, comme depuis le début du tour. Je vais faire vite, hein, parce qu'il y a une belle plage. On l'a vu assez souvent faire des bidons collés, hein, accrochés au bidon de son directeur sportif. Il s'est pris, comme le veut le règlement, 200 francs suisses d'amende et 20 secondes de pénalité. Mais ça n'avait pas d'importance, il était loin en général. Elle était belle cette plage. Elle est toujours d'ailleurs. Magnifique. Elle est magnifique. Anthony Forestier va nous remontrer cette grande plage. La voici. Magnifique plage de la Grande Côte. Elle fait partie de ces plages. Alors il y en a beaucoup sur tout le pourtour, enfin sur toute la façade plus exactement atlantique, de ces plages de sable fin particulièrement propices à la baignade, avec des rouleaux aussi, il faut se méfier. Plus on va descendre d'ailleurs vers le sud, plus vous descendez dans le golfe de Gascogne, et plus les rouleaux deviennent importants. Ça fait le bonheur des surfeurs, ça, bien entendu. Et voici, quand on continue alors un petit peu, vous descendez quelques kilomètres en pleine mer vers le sud, vous avez cette merveille de l'architecture maritime, ce célèbre phare de Cordouan, qui est le phare le plus célèbre de France, qui est aussi tout simplement le plus ancien phare français encore en activité. Quand je dis le plus ancien, il date de 1611. Ce phare de Cordouan a donc été bâti pendant le règne d'Henri III et celui d'Henri IV. L'architecte a poursuivi la construction sous le règne d'Henri IV. Il s'appelait Louis de Foix, cet architecte. Et il a construit là un phare majeur. C'est un édifice qui est bien plus qu'un simple phare d'ailleurs. Vous allez voir dans un instant la beauté de son architecture. Alors le revoici, ce phare de Cordouan, et nous pouvons donc entrer maintenant
À l'intérieur, regardez l'incroyable richesse ornementale. C'est pas quand même très fréquent dans un phare. On pourrait croire qu'il s'agit quasiment d'un château de la Loire quand vous visitez ça comme ça. Avec une chapelle, une grande chapelle qui était à la gloire des rois Louis XIV et Louis XV. Et puis cette espèce de grand escalier comme ça en enroulement, particulièrement beau. Là, il faut admirer l'art de ce qu'on appelle la stéréonomie, c'est-à-dire l'art de tailler les pierres pour leur donner ces espèces de formes assez extraordinaires. Le phare mesure 67 mètres et demi de haut. Il a été surélevé au XVIIIe siècle par Joseph Teller. On était là juste avant la Révolution. Joseph Teller était l'architecte de la ville de Bordeaux. Il avait fait des choses magnifiques à Bordeaux. Et un peu dans le style de ce que vous avez là sous les yeux, c'est-à-dire toute la base du phare et qui date encore une fois du règne d'Henri IV avec ses ornements classiques tout à fait magnifiques et qui ont valu au phare de Cordouan ce surnom de Versailles de la mer. On a ajouté la lanterne, 20 mètres, là tout ce que vous voyez, toute la partie supérieure a été ajoutée juste avant la Révolution avec cet éclairage qui permet d'indiquer là encore des hauts fonds. Si le phare de Cordouan se trouve à cet endroit, ça n'est pas un hasard, c'est que la passe est particulièrement dangereuse. Or, nous sommes en plein milieu de l'estuaire de la Gironde, donc un endroit très fréquenté par les navigateurs à toutes les époques. Le phare de Cordouan a été le premier à utiliser ce qu'on appelle la lentille de Fresnel. C'est-à-dire qu'on mettait plus simplement un tas de bois avec un feu au sommet du phare, mais on avait cette lentille qui permettait d'envoyer carrément des signaux aux navigateurs et de rendre le signal lumineux beaucoup plus visible et beaucoup plus fort. Et là, ce que nous avons sous les yeux, c'est Saint-Palais-sur-Mer. Nous arrivons dans une des belles cités balnéaires de cette côte, avec pas mal de villas de la Belle Époque. Un certain nombre de personnalités ont résidé ici. Je ne vais pas vous citer à chaque fois toutes les célébrités qui ont vécu dans les stations balnéaires, mais dites-vous que la grande comédienne Danielle Darieux, qui nous a quittés il y a 3 ans, a vécu ici avec son premier époux, le cinéaste Henri Decoing. Léon Trotsky aussi. Ah tiens, ce que nous avons sous les yeux, ce sont des cabanes à carrelets, vous voyez. Ce sont des espèces de petites cabanes de pêcheurs avec un mât et un grand filet qui est un filet carré, d'où son nom de carrelet, et on descend ce filet dans l'eau pour ramasser souvent de la friture, des petits poissons. C'est une des particularités de cette côte. Nous en verrons tout à l'heure d'encore plus spectaculaires. Enfin, ceux-ci sont très beaux. Oui, j'étais en train de vous dire, enfin, je m'apprêtais quand les carrelets m'ont surpris, à vous dire que Trotsky, vous savez, Léon Trotsky, l'homme de la révolution russe, le compagnon de Lénine, avait vécu ici quelque temps. Il a séjourné à Saint-Palais-sur-Mer avant de partir pour le Mexique, où les hommes de Staline le rattraperont. Oui, victorieux à 4 reprises, Luis León Sánchez sur le Tour de France. Belle carte de visite. Ouais, c'est plus un jeune coureur, c'est un coureur d'expérience sur qui il faudra probablement compter sur certaines étapes accidentées. C'est un baroudeur. Et puis coureur d'expérience en plus pour épauler son leader Miguel Ángel López. López, 9e au classement général à 1 minute 15. Qui a perdu du temps dimanche sur la route de la Rance. Ouais, il arrive à 54 secondes, c'est vrai, dans le groupe de Valverde, Yates. Oui, on l'avait un peu perdu de vue dans le final, mais effectivement, il a perdu du temps. Miguel Ángel López, mais il reste un candidat au podium, surtout en 3e semaine, on l'a dit, là où il faudra se méfier des Colombiens lorsque les coureurs dépasseront les 2000 mètres, notamment dans l'ascension du col de la Lose. Vous voyez quelques-unes de ces belles architectures balnéaires sur le bord de la route. En plus, aujourd'hui, on arrive au paradis. On arrive au paradis des cyclistes. L'île de Ré, là, les cyclistes sont rois là-bas, Franck. Ah oui, puis ce ne sont pas les montées qui vous embarrassent généralement. C'est vrai qu'il y a on fait beaucoup de vélo dans toute cette région. Il y a d'ailleurs beaucoup de pistes cyclables. Il y a toutes sortes de circuits organisés exprès, etc. C'est très bien fait. J'allais y venir, c'est vrai. Il y a des aménagements prévus à cet effet pour qu'on puisse faire du vélo en toute sécurité aussi. Évidemment, c'est important de partager la route, mais quand il y a des aménagements adaptés pour les cyclistes, c'est encore plus sécurisant pour les pratiquants. À condition, bien sûr, qu'ils soient entretenus, parce que quelquefois, ça n'est pas toujours le cas. Pour le coup, on hésite à y aller, parce qu'une crevaison, c'est embêtant, et voilà, et ça incite
parfois les cyclistes à emprunter la route malgré la présence d'une piste cyclable. Et retour sur cette étape entre les deux îles, Noirmoutier et l'île de Ré, avec deux hommes échappés toujours. Les deux Suisses, Michael Schär et Stephen Kung, un peloton, île d'Oléron pardon, et île de Ré, et deux Suisses donc, qui s'entendent à merveille, mais qui ne parviennent pas à creuser un écart suffisamment important. On est dans des traversées urbaines, pas de vent à déplorer. Du patrimoine, par contre. Alors ça, c'était pas un hôtel de ville à l'origine, c'est une villa. Ça faisait partie de toutes ces très belles villas de Royan qui malheureusement ont été très violemment bombardée à la fin de la guerre. Alors celle-ci n'a pas été abîmée trop et elle avait été achetée par la ville pour en faire l'hôtel de ville. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui cette villa qui s'appelle la villa Les Palmiers, ancienne villa Sainte-Anne, est devenue l'hôtel de ville. Mais quand vous regardez ce que nous avons sous les yeux, vous voyez qu'il y a beaucoup de constructions relativement récentes, beaucoup de constructions des années 60, 70 notamment, et pour cause, puisque la ville a été intensément bombardée du fait de la résistance allemande. Vous savez qu'à la toute fin de la guerre, au mois de janvier 1945, les Alliés sont venus bombarder ce qu'on a appelé la poche de Royan, parce qu'il y avait les Allemands s'étaient concentrés là dans cette poche de Royan. Il faut vous expliquer à quoi ressemble Royan. On est juste en face de la pointe de Grave, on est à l'endroit même de l'estuaire de la Gironde. C'est donc un endroit extraordinairement stratégique. Tiens, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le palais des Congrès qui a été construit à l'emplacement de l'ancien casino de Foncillon. Ce palais des Congrès qui est dans un style d'après-guerre absolument somptueux, d'ailleurs celui-ci. Donc on a évidemment tout dû reconstruire en style moderne, puisque la ville a été détruite à 80, peut-être même 85%, avec quelques morceaux de bravoure qu'on va peut-être apercevoir à l'écran. Mais vous voyez tous ces immeubles qui sont surtout des immeubles des années 50. Il y a un chiffre, 49 km/h pour la première heure de course. Alors, on a l'impression que ça ne roule pas, le peloton est groupé, derrière deux échappés qui ne possèdent plus qu'une minute d'avance. On est constamment... on oscille en tout cas entre les zones urbaines et le long de la côte où il y a des plages, énormément de public bien sûr puisque le soleil est là et c'est pour la plupart des gens peut-être encore un petit peu les vacances. Ça roule vite. Alors, je vous parlais d'édifices de l'après-guerre. Regardez cette église Notre-Dame là-bas au fond, vous avez vu, c'est assez spectaculaire cette église signée de l'architecte Gillet, avec ces espèces comme ça de poteaux en béton armé qui forment une sorte de V. On la voit sur la partie gauche de votre écran. Et puis devant, bien sûr, ce que vous avez, c'est le port de Royan, qui se trouve lui-même en face de Port-Médoc. Il y a à la fois port de plaisance et port de pêche spécialisé dans les espèces nobles. Nous sommes à Royan, n'est-ce pas? Donc on pêche la sole, le bar et la langoustine. Voilà cette église dont je vous parlais, cette église Notre-Dame, reconstruite donc après la guerre, assez spectaculaire, vous voyez, avec ces espèces de poteaux de béton armé, avec un très vaste espace intérieur, puisque l'espace intérieur, ça fait comme une espèce de grand vaisseau, c'est très beau à voir dedans. La toiture est un voile très mince qui fait 8 cm seulement d'épaisseur, en forme de selle de cheval, comme vous pouvez le voir. À l'époque, cette église est devenue très emblématique. Elle a été photographiée infiniment et montrée dans l'Europe entière comme le modèle de ce qu'on pouvait faire de bien en matière de reconstruction. Et quand on est à Royan, on est tout près de Saint-Georges-de-Didonne, le village, enfin la ville de Colette-Besson. Juste au sud, mais oui. Et oui, l'immense athlète, la championne olympique du 400 mètres à Mexico en 1968, Colette-Besson. La petite fiancée de la France, comme on l'avait surnommée à l'époque, et qui nous a quittés bien trop tôt en 2005, il y a 15 ans déjà. Et à la sortie de Royan, la moyenne va certainement baisser, parce qu'on va reprendre le vent de face. Beaucoup de monde encore à Royan, c'est ce qu'on appelle l'arrière-saison. Il faut dire que c'est un moment, le mois de septembre, c'est un moment divin pour être à la plage. Il soutient par ailleurs, Nelson, il me parlait de ça tout à l'heure, un très beau festival qui a lieu ici, sur la plage de la Grande Conche, donc à Royan. Un festival d'été qui est un festival de musique classique qui s'appelle Un violon sur le sable. Et dites-vous qu'il y a quelques 50 000 spectateurs chaque année, ce qui fait de ce festival de musique classique un des plus suivis en Europe. Festival Un violon sur le sable.
très belle programmation. Alors cette année, évidemment, on en a été privé, comme de bien d'autres choses. Et puis regardez, sur la gauche de l'écran, alors là on a refait quelques encablures vers le sud, nous apercevons cette très très belle, alors ça c'est célébrissime, l'église de Talmont sur Gironde, avec le village fortifié de Talmont. L'église, elle s'appelle Sainte-Radegonde, elle est du XIIe siècle. C'est un véritable joyau de l'art roman saintongeais, avec, comme vous voyez, une façade ouest assez sobre, malgré un porche assez ouvragé, assez orné. Et puis derrière, un très beau chevet. Ce qui rend cette église tellement unique en France, c'est sa position, bien entendu. Mais dites-vous que, même si Talmont-sur-Gironde ne se trouvait pas comme ça, directement au bord de l'eau, elle serait quand même admirée pour la qualité de sa statuaire romane et pour l'harmonie de sa forme générale. Regardez comme c'est beau. Quant au village autour, un très joli petit village de Talmont, qui a fait d'ailleurs partie des villages préférés. Vous savez, d'abord il est le plus beau village de France, etc. Ce village, il a été fortifié par les Anglais, parce que n'oublions pas que pendant très longtemps, toute cette partie, ce qu'on appelait la Guyenne, était un territoire anglais. Il faut attendre la bataille de Castillon en 1453, c'est la fin de la guerre de 100 ans en même temps, pour voir tomber la Guyenne dans l'escarcelle du roi de France. 1 minute d'avance pour les deux hommes de tête. Alors Thierry évoquait Jacques Bossis, l'ancien coéquipier notamment de Bernard Hinault, d'Élie Kuiper, de Jean-René Bernaudot, de Gilbert Duclos-Lassalle. Le seul coureur originaire de Charente-Maritime à avoir porté le maillot jaune sur le Tour de France, c'était en 1978. Jacques Bossis, natif de Jonzac. Jonzac, c'est la dernière commune de Charente-Maritime à avoir accueilli le Tour de France. Et c'était, on l'a rappelé tout à l'heure, je crois, avec Laurent Milliard, en 1999. Et oui, 21 ans que la Charente-Maritime attendait de recevoir le Tour de France. Une longue attente, le Tour a longtemps boudé, a longtemps ignoré la Charente-Maritime. Mais encore, c'était un passage subreptice. En fait, c'est 83, la dernière grande étape dans la région. Quand même... Alors, c'était un départ d'étape à Jonzac. Voilà, un départ d'étape, exactement. Et nous allons bientôt aller à l'Aiguille-sur-Seudre, qui est le village natal, par ailleurs, de Pierre Beuffeuil, qui a fait 6 éditions du Tour de France entre 1956 et 1966. Et qui a gagné 2 étapes également. Oui. La jolie église Saint-Sulpice. Je vous ai parlé tout à l'heure de tous ces bâtiments détruits par les bombardements alliés de 1945. Il ne faudrait quand même pas oublier que quelques-uns ont survécu. Et c'est le cas de cette jolie église du XIIe, dont il ne subsiste en vérité que la nef et la base du clocher de véritablement romans. C'est joli avec ses arcatures aveugles, le chevet qui vient comme ça s'accoler littéralement à la tour. C'est plus la même chose. En ce qui les concerne, là, le coup de pédale, il faut appuyer fort sur les pédales pour maintenir cette avance. Une petite demi-minute. D'habitude, c'est nous qui attendons au passage à niveau, mais là, vous avez vu que c'est le train qui s'est arrêté pour laisser passer la course. Ah, puis avec des peintures à l'effigie des anciens vainqueurs. Et oui. Nous avons Bernard Hinault, Bernard Thévenet. Oui, je mets Franck Ferrandise très rapidement pour vous dire que dans 2 km, on arrive à Goix, GUA. La commune, donc, à ne pas confondre avec le célèbre passage du Goix, moi qui ai de l'affinité particulière pour l'île de Noirmoutier. Passage du Goix, route submersible à marée haute, d'où le Tour de France est parti. Ce n'est pas la même chose. Le Goix de Noirmoutier, c'est GOIS. Là, c'est la commune de Goix, GUA. Mais c'est probablement la même racine néanmoins, Thomas, puisque ça signifie un gué ou tout simplement un marais-gas. Qu'est-ce que c'est qu'un marais-gas dans toute cette région? Ça veut dire un marais salant, tout simplement. D'ailleurs, autrefois, c'était Saint-Laurent-du-Gué. Et puis à la Révolution, on a enlevé le Saint-Laurent, bien entendu, comme on a enlevé tous les saints de toutes les communes de France. La plupart des communes ont repris leur nom après la Révolution. Et bien pas celle-ci, elle a gardé son nom révolutionnaire. Nous sommes toujours dans ces marais de la Seudre. Nous ne les avons finalement pas vraiment quittés. On en a fait le tour, disons. Avec ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est un moulin
de marée, un moulin maritime. C'est-à-dire qu'en fonction de la marée, en fonction marée haute, marée basse, eh bien, ça faisait tourner la roue de ce moulin amarré des Loges, qui aujourd'hui est devenu une sorte de petit musée qui nous explique comment tout ça fonctionnait. C'est un des derniers moulins amarrés d'Europe qui produisent encore de la farine, ce moulin des Loges. Vous voyez cette citadelle de brouage qui a été fortifiée à la fin du XVIe siècle. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le sel dont on produisait ici des quantités était considéré encore une fois comme quelque chose de très précieux. C'était l'or blanc, comme on disait. Il fallait pouvoir en protéger l'exportation. Les navires arrivaient ici jusqu'à Brouage et ils repartaient évidemment chargés. Ce sel produit sur tout ce marais a bénéficié pendant très longtemps d'une grande réputation. On le consommait jusque dans le nord de l'Europe. Et si vous avez ici les armes du Québec, c'est parce qu'à Brouage est né un certain Samuel Champlain. On ne sait pas exactement quand, entre 1567 et 1580, Champlain, fils d'un capitaine de navire de Brouage, est donc né ici. Il est l'homme qui fondera la Nouvelle-France, bien sûr. Il est en quelque sorte le grand homme de nos cousins du Canada. Nous sommes allés voir tout à l'heure à Royan, nous avons eu un aperçu sur le gigantesque estuaire de la Gironde. Et là, nous quittons la zone du tout petit estuaire de la Seudre pour aller vers celui de la Charente, particulièrement harmonieux. Et sur cet estuaire de la Charente, nous allons trouver tout à l'heure Rochefort, bien entendu. Un peu surdimensionné, ce clocher, là, cette église Saint-Pierre que nous avons sous les yeux. Mais pourquoi ? Eh bien parce que, d'abord, il faut vous dire que l'église a été ruinée au moment des guerres de religion, donc elle a un peu perdu de ses ornements. Et puis surtout, nous sommes encore une fois dans une terre très riche, celle de l'or blanc, celle du sel. Et j'ai l'habitude, année après année, de vous dire qu'à chaque fois que vous voyez des choses magnifiques, des monuments spectaculaires ou des vestiges architecturaux hors du commun, ils sont systématiquement la trace d'une grande richesse. Et là, la grande richesse, c'est celle du sel, évidemment. Et voici des tonnantes images du pont transbordeur de Rochefort, qu'on appelle le pont transbordeur de Martrou. C'est un pont transbordeur qui date de 1900. Alors, il y en avait un à Marseille, vous savez, qui a fait la fortune des écrivains du début du siècle dernier à Marseille. Mais c'est maintenant le dernier qui reste en France et c'est un des 8 derniers ponts transbordeurs du monde. Vous avez compris comment ça fonctionne, c'est une espèce de pont suspendu au bout de très longues élingues. Il y a un pont supérieur et c'est la plateforme que vous voyez en bas qui se déplace et qui fait l'office d'un bac, si vous voulez, ce qui permet aux grands navires de passer facilement l'estuaire de la Charente. C'est tout le problème de Rochefort, vous savez, c'est que cette ville, cet arsenal, ce port militaire essentiel, ont été construits trop loin de la mer, d'une certaine manière, dans des régions déjà terrestres qui se sont vite ensablées. C'est la famille de Colbert, et c'est notamment Colbert de Seignelay qui avait beaucoup insisté auprès de Louis XIV pour installer Rochefort à cet endroit, tout simplement parce qu'ils étaient propriétaires des terrains et que c'était une très belle opération immobilière. Malheureusement, ça a posé très vite des problèmes et les grands navires qu'on construisait, parce qu'il y avait là un chantier naval essentiel, avaient du mal à regagner la mer. Rochefort n'en est pas moins resté un port militaire essentiel jusqu'à une époque relativement récente, jusqu'au milieu des années 1920. Par la suite, c'est l'aviation qui a un peu pris le relais d'ailleurs, puisque vous savez qu'on a eu une école d'aviation maritime ici très tôt, à partir de 1924. D'ailleurs, nous sommes passés tout à l'heure le long de la base aérienne 721, qui est le centre actuellement, l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Et le peloton enjambe ici le viaduc de Martrou. Ça grimpe, il n'y a pas de Grand Prix de la montagne aujourd'hui, mais là, ça grimpe. Aucun point distribué aujourd'hui, mais 4 ponts à escalader pour les coureurs. Pas de points, mais des ponts. Et des dégâts, Thierry, à l'arrière du peloton. Ah, et quelle drôle d'étape finalement, quelle belle étape, elle a un côté ferrandesque aujourd'hui, on savoure tellement c'est beau, c'est magnifique, mais alors pour les coureurs c'est une reprise, parce qu'on peut parler de reprise,
tendu, compliqué parce que, et vous le demanderez à Thomas Voeckler beaucoup mieux que moi, parce que c'est un ancien coureur qui sent mieux les choses que moi au niveau sportif. C'est une drôle d'étape sur le vent, parce qu'il y a des moments où vous avez l'impression qu'il n'y a plus de vent, il y a d'autres moments, et pas forcément parce que c'est découvert ou un petit peu moins découvert, c'est simplement qu'il y a comme des rafales, et c'est perturbant, et ça doit être perturbant pour le peloton aussi, ce qui explique que ça aille vite, que ce soit nerveux. Peloton qui a été meurtri pour beaucoup de coureurs dans cette chute. Nicolas Roche souffre de la main droite, le coureur de l'équipe Sunweb. Son coéquipier Casper Pedersen souffre lui du genou gauche. Il est tombé aussi. On a vu d'autres coureurs revenir. Alors vous avez vu, mais il est en souffrance, même s'il a été très courageux. Le coureur letton, Tom Skins, coureur de l'équipe Trek Segafredo, qui est déchiré de partout et qui est vraiment en souffrance, qui est venu tout à l'heure à hauteur de la voiture de son directeur sportif. Tous les coureurs en revanche qui ont été pris dans la chute ou retardés par la chute ont réussi à revenir. Des soucis pour Nelson Oliveira, le coureur de l'équipe Movistar, mais lui c'est mécanique, c'est le vélo, il a dû en changer. Il y a d'ailleurs quelques coureurs qui ont changé de vélo après la chute, puisque les leurs étaient abîmés. C'est une drôle d'étape, la preuve, on vient de tourner et de faire un rond complet, et de nouveau le vent. Je pense que Thomas a le sentiment que nous, c'est une superbe étape, magnifique, mais on est en bord de mer ou pas loin, et ça peut parfois être très compliqué. Je vais vous parler de la base aérienne 721, mais nous allons la voir apparaître. Cette base aérienne qui porte le nom de l'adjudant Pierre Gémeaux. Je vous disais qu'elle accueillait l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Ça représente pas mal de monde quand même. Dites-vous que les cadres permanents de la base sont près de 1600, dont 500 instructeurs, avec des élèves, des élèves et des stagiaires qui peuvent être jusqu'à 2500. Et sur les 2500, il y en a un bon cinquième qui vient justement de la Marine nationale. Ils nous accueillent là avec beaucoup de... Avec une nouvelle chute, ouais, une grosse chute dans la traversée de Rochefort. Il y a moyen de coquard, il me semble. Ah, l'Hermione. Eh oui, la réplique en tout cas de l'Hermione. Vous savez qu'on a reconstruit pendant des années et des années ce navire exactement avec les méthodes qui étaient celles du XVIIIe siècle. Et vous apercevez là cette réplique de l'Hermione dans une très belle forme de radoub, c'est-à-dire dans une cale qui peut être asséchée. Toutes ces formes, toutes ces cales font la beauté de l'arsenal militaire de Rochefort, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est particulièrement harmonieux. Vous savez, à l'époque, tout ce qu'il y avait d'industriel était en même temps esthétique. C'est assez fort, ça. Le 18 avril 2015, cette frégate de la Liberté a célébré son départ pour les États-Unis, et elle a atteint aux États-Unis Body Island, donc en Caroline du Nord, le 31 mai 2015. Ça a été un travail considérable qui a demandé des années à toute une équipe qui a vraiment travaillé comme on le faisait au XVIIIe siècle. On pouvait visiter d'ailleurs le chantier de l'Hermione, tout près de la Corderie Royale, et le long de ces formes de radoub qui, encore une fois, sont une des choses étonnantes qu'on puisse voir à Rochefort. Et les vicissitudes de Guillaume Martin, cette chute, le rythme de la course, tout ça fait que nous avons dû passer un petit peu vite à Rochefort, mais je vous le dis, si jamais vous venez dans la région, venez visiter, prenez même plusieurs jours pour visiter cette extraordinaire ville de Rochefort, pleine de monuments incroyables, l'église Saint-Louis, la grande porte de l'Arsenal, l'école de médecine navale bien sûr, et puis cette corderie royale que vous avez là sous les yeux, qui pendant très longtemps, jusqu'au XXe siècle, a été le plus long édifice industriel du monde. Dites-vous que cette corderie royale, qui fait seulement 8 mètres de large, mesure quelques 374 mètres de long, afin, c'était tout le but, de pouvoir tordre les fils de chanvre pour faire des cordes d'un seul tenant. Donc vous pouviez avoir une corde qui allait d'un bout du bâtiment à l'autre. Vous savez ce qu'on appelle une encablure dans la marine, hein. Une encablure, ça mesure, enfin ça fait 195 mètres. Donc vous pouviez avoir un cordage entier construit d'un seul tenant dans cette corderie royale. Et puis
pour en finir avec Rochefort, puisque nous sommes déjà bien partis de Rochefort maintenant, un mot bien sûr de cet endroit qui est peut-être l'un des plus étonnants en France, la maison de Pierre Loti, qui en ce moment est fermée au public, mais dont il faut absolument se mobiliser pour la faire rouvrir, car c'est sans doute une des curiosités touristiques les plus incroyables qu'on puisse visiter. Cette maison où Pierre Loti avait reconstitué à peu près toutes les civilisations et toutes les cultures qu'il avait connues au cours de ses lointains voyages. Eh bien, on s'en souviendra de la traversée de Rochefort. La ville rendue célèbre aussi au cinéma par Jacques Demy avec la célèbre comédie musicale. Bien Franck. sûr. Les Demoiselles de Rochefort, c'était en 1967 et c'est l'occasion ou jamais de rendre hommage au très grand compositeur qui a fait toute cette musique magnifique. C'était Michel Legrand qui nous a quittés l'année dernière. Et si nous partons un petit peu en mer, alors là en ce moment la mer est basse, vous avez vu, mais si nous allons un petit peu plus loin dans l'océan vers l'ouest, nous allons trouver à mi-chemin entre la pointe de la Fumée derrière Fouras et l'île d'Oléron, ce fameux fort Boyard dont je disais tout à l'heure qu'il n'avait jamais servi à rien. Ben oui, il faut vous dire que Louis XIV avait demandé à Vauban de construire ici une fortification. Vauban lui a dit mais autant essayer d'attraper la lune avec les dents, c'est pas possible sire. Et c'est Napoléon qui va ordonner la construction de cette fortification. Le problème c'est que c'est très difficile à construire. Bon, à l'époque il y a beaucoup d'agitation politique et finalement lorsque le fort est terminé en 1857, on se rend compte qu'il ne sert plus à rien parce qu'il est dépassé sur le plan stratégique par rapport à l'artillerie du moment. Et donc c'est seulement beaucoup plus tard, en 1990, que Fort Boyard va enfin trouver sa véritable utilité grâce à la célèbre émission bien sûr de Jacques Antoine. Jacques Antoine qui est un des grands inventeurs d'émissions de la télé française, et cette émission Fort Boyard qui a fait les beaux jours d'Antenne 2 puis de France 2. Vous voulez qu'on voit un peu de mer? Parce qu'à côté de Fort Boyard, bien sûr, il y a une autre île extraordinaire qui est la plus petite commune de Charente-Maritime d'ailleurs. C'est l'île d'Aix, bien sûr, dont l'histoire commence véritablement avec la fondation d'une église, le prieuré Saint-Martin, dès le XIe siècle. Une île que Napoléon a l'idée de fortifier en 1808. Ça, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le fort de l'île d'Aix. Les deux géants, dit-on aussi. Le phare, pardon. Les deux géants, puisque vous voyez qu'on a dédoublé le phare, en fait, à l'île d'Aix. Alors, voilà les fortifications qui sont construites, qui sont agrandies, en tout cas, en 1808. Et Napoléon ordonne, la même année, de faire bâtir une maison pour le commandant de la place, sauf que cette maison, il est bien loin d'imaginer qu'un jour elle va lui servir, parce que figurez-vous qu'après la chute de Napoléon à Waterloo, quand Napoléon s'en va, quitte sur les instances du gouvernement provisoire, est obligé de quitter la capitale, donc à la fin du mois de juin 1815, eh bien il va descendre à Rochefort. Le préfet maritime de Rochefort lui explique que les Anglais sont en train de faire un blocus pour l'empêcher de partir pour les États-Unis. Il va s'installer pendant quelque temps à bord d'une frégate. Il y a deux frégates qui sont là. La frégate La Méduse, celle qui va faire le célèbre naufrage, et puis l'autre qui s'appelle La Salle. Napoléon est sur celle-là, et puis il va décider pendant 3 jours, les 12, 13 et 14 juillet 1815, donc, de s'installer à l'île d'Aix, dans cette fameuse maison du commandant de la place, dont il partira le 15 juillet pour monter à bord du Bellérophon, qui est un vaisseau de ligne britannique, et à partir de là, ce sera le long voyage vers Sainte-Hélène. L'île d'Aix, c'est à pied ou à vélo? Pas de voiture. Il n'y a pas de voiture, ou quasiment pas de voiture. En tout cas, on ne peut pas y aller en voiture. Châtelaillon, dont la plage avait littéralement disparu. Elle a été recréée artificiellement de 1989 à 1991. Dites-vous qu'à l'époque, Jean-Louis Léonard, qui était le maire de Châtelaillon-Plage, a déversé ou fait déverser plus de 330 000 mètres cubes de sable qui avaient été extraits à 25 km au large et à 25 mètres de profondeur. Technologie incroyable pour redonner une plage digne de ce nom à Châtelaillon, qui depuis a retrouvé un essor extraordinaire. Une animation pour inciter au don d'organes. Regardez le monde à Châtelaillon, comme si le mois d'août s'étirait en septembre. Ah oui. Nous disions au tout début de ce Tour de France que ce serait juillet en septembre, mais c'est vrai que c'était encore un peu les vacances là. Il y en a beaucoup aussi de camping tout le long. Il y en a même dans l'île de Ré où nous allons aller tout à l'heure. Châtelaillon, d'où sera donné le départ demain de la 11e étape du Tour de France en direction de Poitiers. Vous voyez bien le travail qui a été fait sur la plage, là, c'est très spectaculaire. Oui, nous aurons l'occasion de reparler de Châtelaillon, qui m'est cher pour des raisons familiales.
Et évidemment, tous les coureurs sont au courant. D'ailleurs, pas mal d'équipes ont parcouru le final hier en repérage. Cette Villa Stella, on la surnomme le château d'Orbigny parce qu'elle a été construite pour Alcide d'Orbigny, qui était un personnage haut en couleur de la Belle Époque et qui a été le maire de La Rochelle. Oui, ce que vous voyez là, c'est une réplique, c'est une curiosité en fait. C'est la réplique du phare du bout du monde qui se trouve en Patagonie, donc en Argentine, vous savez. Et le phare en question, le phare original, il est de la fin du 19e siècle. Sauf qu'il y a un aventurier qui est originaire de La Rochelle, il s'appelle André Bronner, on l'appelle Yule sur place, qui a eu l'idée de reconstruire, d'acheter des vestiges du phare et de reconstruire à La Rochelle ce phare du bout du monde qui a été inauguré en janvier de l'an 2000. Donc ça promet vraiment, avec la gare de La Rochelle ici en fond, ça promet. Cette espèce de phare, c'est la gare. C'est juste. Ça promet un final de course explosif. Quand on est sur la gare, on n'est pas loin du Vieux-Port. On va y arriver dans un instant. Le voici, ce célébrissime port de La Rochelle avec la très grosse tour que vous voyez là-bas dans le fond qui s'appelle la tour Saint-Nicolas. La petite, enfin celle qui est ronde là au premier plan, c'est la tour de la Chaîne. C'était là que se trouvaient les moulinets de l'ancienne chaîne qui fermait le port de La Rochelle. Et vous voyez les coureurs qui passent sur le bassin du Vieux-Port. On est en direct. Hein. Ah, c'est magnifique, ça c'est tout absolument extraordinaire. Et vous allez voir apparaître sur la gauche de votre écran, derrière ce que vous voyez le gros horloge là, vous allez voir apparaître un petit peu plus loin une tour qui s'appelle la tour de la Lanterne. Enfin là pour l'instant, là vous avez à votre droite la tour Saint-Nicolas, à votre gauche la tour de la Chaîne. Le drapeau français qui flotte sur la grande tour, mais il ne flotte pas quand même. Le vent n'a pas beaucoup de force. Tant mieux pour les coureurs qui sont mal placés. On va aller vous trouver, je pense, la tour de la Lanterne qui est la plus spectaculaire de La Rochelle, juste à côté. Allez, Camille Le Danois qui tente de ramener Warren Barguil, les deux coureurs de la formation Arkea et avec eux Thierry Adam. C'est pas facile hein, dans cette traversée de La Rochelle, noire de monde. Vraiment, là, la Charente-Maritime a fait un effort considérable en communication ces 3 jours. L'échappée maritime, comme ils l'appellent, c'est le Tour de France, comme si on était au mois de juillet. Et c'est comme si on était au mois de juillet que Kevin Le Danois tente de ramener Warren Barguil. Mais ça va tellement vite que même dans les voitures, même dans le coffre de la voiture Arkea Samsung, on l'autorise après une chute. Eh bien, c'est pas facile. Hein. Il y a encore 200-250 mètres à boucher pour les deux hommes. C'est parti, le Tour de France. Les hommes de tête sont sur le pont de l'île de Ré. Et Tony Martin qui donne les directives. Hein. Left, à gauche, on ferme. On ferme la porte, on met tout le monde dans le vent. Inauguré en 1988, ce pont de l'île de Ré. Donc vous voyez, presque un quart de siècle après celui de l'île d'Oléron. Guillaume Martin qui est dans un deuxième groupe. Oui. On l'avait vu hein, en queue de peloton déjà, Marion, lorsque l'équipe Ineos a initié son coup de force. Ouais, mais c'est surprenant, je vois quand même 3 Cofidis là quand même. Dans le peloton, non, je pense qu'il est là. Parce qu'on l'aurait attendu évidemment. Alors ces images proposées en 3 dimensions, là c'est avec les trackers hein, qu'on vous donne ces informations. Guillaume Martin qui a été tout à l'heure à terre, peut-être a-t-il le tracker sur la voiture. Hein. Ça, c'est possible aussi. Les 90 coureurs environ dans le peloton principal. Le peloton sur le pont de l'île de Ré. Et là, c'est dur. Hein. Quand on est à vélo, il n'y a pas d'abri. Ça grimpe. On cherche à se replacer. C'est un moment où voilà, les coureurs qui sont en tout cas le nez au vent sont un peu à la limite et on peut vite partir à la faute. On touche une roue et ça s'empile derrière. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Wow, on a encore évité la chute de Pelin. « 15 km. Dries Devenins qui fait son boulot devant Casper Asgreen. Qui vont bientôt reprendre Stefan Kung. Image saisissante que cette traversée du pont de l'île de Ré. Avec Stefan Kung qui est en train de se faire reprendre
par l'avant-garde du peloton. Sprinter avec Jens Buschkere, même si j'ai vu quand même Brian Coquard bien placé. Les 12 derniers kilomètres de cette étape inoubliable, en tout cas sur le plan visuel et puis sur le plan sportif également. L'étape a été très agitée, animée, rythmée par les chutes, rythmée par la vitesse très élevée du peloton du premier au dernier kilomètre, avec Emmanuel Ermiti ici à la commande. Et on ménage, on ménage Wout van Aert. Ah, il est là en cas de besoin. Et pour l'instant, on essaye d'éviter de le faire rouler en cas d'arrivée au sprint. Ouais, ça va arriver au sprint. Ça va arriver au sprint. Le vent, effectivement, il est présent, mais là, pour le coup, à nouveau, il n'est pas dans la bonne direction. C'est un vent plutôt défavorable qui est en tête de la course et qui donc a calmé ce peloton. Tout à l'heure, très excité, très nerveux avant le passage du pont et qui maintenant a retrouvé un petit peu de calme. À essayer de rester en formation, c'est pas facile évidemment parce que le vent de face gêne tout le monde alors que Peter Sagan là, il a joué des coudes. Il veut la route de Sam Bennett. Évidemment, c'est normal. Et là on voit que Sagan va être un petit peu embêté avec Egan Bernal juste devant lui, qui ne participera pas au sprint mais qui pour l'instant se maintient aux premières positions. Et on a vu que les ronds-points ont été rasés, c'est bien ce que nous disions, afin que la route reste rectiligne. 6 équipiers pour emmener Chesbol sur la gauche de l'écran. La formation Sunweb qui fait forte impression. C'est dur d'amener. C'est dur d'amener ce vent de face. Il épuise les équipiers qui roulent en tête. Ça va jouer des coudes dans ce sprint. Ça va jouer des coudes. Il y aura un petit virage. Ça va passer vite. Il y aura un petit virage à gauche, juste avant la flamme rouge. En confirmation, Brian Coquard est bien là. Oui, emmené par 2 équipiers. Et la bagarre est sévère dans la roue de Sam Bennett entre Peter Sagan et Caleb Ewan. On se bat pour essayer de prendre la roue de l'Irlandais. Wout van Aert est un peu plus loin quand même. Oui, pas très bien placé pour l'instant le Belge. Voilà, le virage à gauche. Oh, c'est une courbe, c'est pas un virage très prononcé. Ouais, ce sont des courbes. On accélère encore en tête pour les Sunweb. Il va lui manquer du monde. Je crains qu'il lui manque du monde à Chesbol. Ouais. Søren Kragh Andersen. Il fait un gros tempo là. Ouais, c'est un gros tempo, mais ce vent de face, il est en train d'épuiser ses lanceurs. Allez, Kragh Andersen qui vient de s'écarter. Hugo Hofstetter qui est bien placé également. Il risque d'être déposé un peu trop loin de l'arrivée, hélas. Chesbol. Il y a un coéquipier de Peter Sagan en deuxième position, ça peut aider. Il s'est intercalé. Michael Morkov avec dans sa roue Sam Bennett. Nicolo Bonifacio est là également pour l'équipe Total Direct Energy. Sam Bennett bien placé dans la roue de Morkov. Ça va se jouer entre Caleb Ewan et Sam Bennett et Sagan. Il va faire le sprint aujourd'hui. Morkov avec dans sa roue Sam Bennett. Caleb Ewan, Peter Sagan en 4e position. Sam Bennett qui lance son sprint. Est-ce que Caleb Ewan va le remonter? Comment pris va Caleb Ewan? Sam Bennett. Et qui est-ce qui s'impose? Je crois que c'est Sam Bennett. C'est Sam Bennett. Première victoire de Sam Bennett sur le Tour de France. Et il a bien fait de s'économiser au sprint intermédiaire. Sam Bennett à Châtelaillon. Il s'impose enfin sur la grande boucle. Sagan. Il était puissant parce qu'il est quand même parti bande de face d'un tout petit peu loin et puis en ayant Caleb Ewan dans la roue c'était risqué et il a bien déboîté Caleb Ewan mais il est resté là. Ça y est, Sam Bennett s'est imposé sur les 3 grands tours. Ça y est, Viviani vient prendre la 4e place visiblement. Pedersen a été sprinté, Coquard, Greipel. Il est là, Brian Coquard, oui. Greipel qui fait son entrée pour la première fois dans le top 10 et qui fait son plus beau sprint de la saison, enfin en tout cas au niveau World Tour. Aujourd'hui, il fallait attendre un petit peu et partir de l'arrière. Et qui s'impose pour la 2e fois sur ce Tour de France 2020 après la victoire de Julien Lafilippe lors de la 2e étape à Nice.
cet après-midi sous le soleil de l'île de Ré, de la 10e étape du Tour de France. Alors côté français, à noter, donc on l'a dit, la 7e place de Brian Coquard. Hugo Hofstetter termine 13e. Clément Venturini se classe lui 14e. Arrivée inédite sur l'île de Ré avec la victoire donc à Saint-Martin-de-Ré d'un Irlandais. Sam Bennett, on en parle avec Laurent Luyas, c'est l'heure de Vélo Club. Nous reparlerons de Rivedoux, de Sainte-Marie, de la Flotte et de Saint-Martin-de-Ré.